chère Sylvie Brémond, cher Joël Ragonneau, coprésident des Amis de la commune, chers membres et amis de la commune, et je veux saluer les élus, et évidemment te remercier chaleureusement pour ton accompagnement. Je suis très heureux de vous retrouver ici. Alors, quelques mots quand même sur cette date un peu particulière, puisque nous ne sommes pas encore au mois de septembre, et justement, à partir du 1er septembre, nous rentrons en période de réserve et nous n'aurions pas pu dévoiler une plaque, etc. de cette période. Certes, nous sommes scrupuleux à bien respecter la réglementation, mais enfin, c'est le moins qu'on puisse attendre de nous, au passage. Et donc, voilà, pourquoi cette date un peu particulière, mais je sais que vous redonnerez un rendez-vous le 20 septembre pour celles et ceux qui n'étaient pas encore rentrés de leur pérégrination estivale. En tout cas, nous y voici pour procéder au dévoilement de la plaque en hommage à Émile Duval. Et aujourd'hui, j'éprouve une très grande satisfaction, évidemment, à honorer et saluer l'un des acteurs les plus éminents des débuts de la Commune de Paris. Chacun sait ici à quel point cet homme, ouvrier notamment dans le monde du rail, mais ça sera rappelé prochainement, a marqué l'histoire de notre arrondissement. Général de la commune et commandant supérieur de la garde nationale du 13e, il s'est notamment emparé, le 3 mars 1871, d'1 million de cartouches entreposées dans la manufacture des Gobelins et les a cachées aux 12 rue Moulin-des-Prés. Ce n'est pas rien. Et je vous laisserai l'honneur dans quelques instants, cher co-président, de détailler le parcours exceptionnel d'Émile Duval, mieux que je ne saurais le faire évidemment. Mais en tant que maire, je tiens tout de même à souligner que le 17 avril 1871, sur la proposition de Léo Frankel, élu du 13e arrondissement d'ailleurs, que nous avons honoré il n'y a pas si longtemps que ça, parce que nous lui avons donné le nom d'une rue du 13e, la commune de Paris a renommé la place d'Italie, cette place centrale et essentielle de notre 13e, place Émile Duval. Et là, toutes les rues ne menaient pas à Rome ni à la place d'Italie, mais à la place Émile Duval. Cette domination fut évidemment éphémère, puisqu'elle redevient place d'Italie dès la fin de la commune. Nous connaissons l'histoire. La pose de cette plaque a donc pour but de rendre visible et faire revivre dans l'espace public cet héritage historique et politique auquel nous devons tant. Surtout, vous savez à quel point je suis attaché à faire fleurir l'art dans l'espace public. Une pierre deux coups, j'ai envie de dire. Et donc, je suis donc particulièrement favorable aux hommages qui font vivre notre patrimoine dans un dialogue avec la création contemporaine. C'est ce que vous avez souhaité. Et en art urbain, certaines œuvres sont monumentales et très visibles, d'autres sont plus discrètes, en tout cas en apparence. Et si cette plaque semble appartenir plutôt à la deuxième catégorie, elle n'en est pas moins audacieuse. Et je tiens ici à saluer le travail de l'artiste Jérôme Gulon, dit Morège, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Il sera peut-être là le 20 septembre, j'imagine. Il est parvenu à inscrire la mosaïque dans le champ de l'art contemporain et a été le tout premier dans les années 80 à introduire la mosaïque dans l'univers du street art et plus largement dans l'espace public. Et ses œuvres jouent par cette mosaïque avec un travail de déconstruction, reconstruction. Et je sais qu'un certain nombre de ces portraits en mosaïque de figures de la commune sont disséminés dans plusieurs arrondissements parisiens, et donc c'est logique qu'il intervienne dans ce cadre-là. Et il me semble bien que ceux de Jean-Baptiste Clément et de Jules Vallès se trouvent à quelques pas d'ici, à la butte aux Cailles. J'espère qu'ils ont pu survivre au temps, mais il y en a un des deux au moins que j'ai vu récemment, il me semble. Je suis donc très heureux qu'une de ces œuvres trouve place sur la façade de la mairie du 13e. Et je veux remercier, et ça sera mes derniers mots, très chaleureusement l'association des amis de la commune pour cette brillante initiative. Merci, merci de l'avoir voulu, de l'avoir accompagné, de nous avoir aiguillonnés pour qu'on puisse faire ça dans les temps impartis. Et je ne serai pas plus long, mais je souhaite passer la parole à toi en tout cas, ou aux deux coprésidents, je ne sais pas, à toi. Au titre des amis de la commune. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous retrouver dans ce cadre-là, même si nous avons l'occasion évidemment de nous retrouver pour la fête des amis de la commune chaque année, et plus largement
à beaucoup des initiatives au sein de la Butokai auxquelles vous participez. Et donc c'est l'occasion d'un événement chaleureux qui sera poursuivi d'autres, à commencer par le 20 septembre. Merci à vous. Oui, bonjour à tous, chers amis, chers camarades. Avant d'évoquer la mémoire d'Émile Duval et cette courte biographie, je voudrais adresser d'abord un grand remerciement à Jérôme Coumet, notre maire du 13e, pour l'ensemble de l'équipe municipale. Dans l'ensemble de l'équipe municipale, plus particulièrement Alexandre Courbon, qui est chargé de la mémoire et du patrimoine à la commune, mais aussi deux éminentes responsables des activités et de cet événement qui a été particulièrement difficile à mettre en œuvre. C'est mesdames Agergam et Sophie Cholet, si présentes, qui ont joué un rôle déterminant pour que cet événement puisse se tenir avant le 1er septembre. C'était en période estivale pas si évident que ça. Enfin, un grand remerciement à notre ami et artiste Jérôme Dulon, qui ne peut pas être là aujourd'hui pour un tas de raisons familiales, mais que nous retrouverons le 20 septembre, ici même, le samedi matin, pour honorer, là encore une fois, la mémoire d'Émile Duval. Enfin, avant d'évoquer cette mémoire, je veux adresser un grand remerciement aux historiens qui ont travaillé sur la mémoire d'Émile Duval, notamment Marcel Cerf et Jean-Claude Freyer-Muth. Freyer-Muth qui avait d'ailleurs un pseudonyme qui s'est appelé Cyril Ondabry en 1971 lors du premier centenaire de la commune et qui avait déjà écrit une plaquette sur la mémoire d'Émile Duval à ce moment-là. Et il ne signait pas de son nom d'historien. Je veux aussi adresser un grand remerciement au travail qui avait été fourni par Pierre-Henri Zeidman en 2006, qui avait écrit un livre sur Paul-Émile Duval, général de la commune. Et enfin, une historienne, Michel Le Audin, qui a beaucoup travaillé sur son blog sur l'histoire de la commune de Paris dans le 13e et sur Émile Duval. Ces remerciements étant faits, on va essayer de voir la mémoire d'Émile Duval, habitant, militant du 13e arrondissement. Alors lui, ses origines familiales sont dans le 13e. Il est né, c'est un fils naturel de Marie-Madeleine Duval, qui est blanchisseuse, et il se marie dans le 13e avec Marie Huot, une jeune couturière. Ils ont une fille, qui est Joséphine, qui est née en 1863. Émile Duval, il a fait des études qu'on peut qualifier à l'époque de brillantes. Il sait lire, écrire, il connaît les mathématiques et la logique. Et c'est probablement cette formation scolaire plutôt de haut niveau pour un ouvrier à l'époque qui va lui permettre de devenir peut-être ultérieurement un grand organisateur et un blanquiste émérite dans l'histoire de l'industrie du 13e et de Paris. Sa vie sous l'Empire, c'est une vie d'activiste et de syndicaliste. Il est blanquiste dans toute son activité, avec beaucoup d'autres. Et il est ouvrier fondeur, mouleur en fer, ce qui n'est pas une activité très facile, mais cette activité qui est une activité professionnelle très dure, il la met au service de la classe ouvrière. Mais en 1864, c'est-à-dire qu'on est encore loin de la commune, il anime une grève de 10 jours pour la réduction du temps de travail à 10 heures. Et il devient un des dirigeants de la société de prévoyance des fondeurs, du bureau, et l'ensemble du bureau et Duval adhèrent tous à l'Internationale qui vient d'être créé par Karl Marx à Londres en 1864. Il est poursuivi, bien sûr, ça va de soi, par la police, et il est obligé de s'enfuir en 1865. Comme tout militant, propagandiste et syndicaliste politique, il a principalement son activité à l'usine Kyle, qui est à Grenelle, qui fabrique des locomotives Crampton. Et là, on n'est pas dans l'artisanat, on est dans la grande industrie lourde. Son autre terrain de jeu préféré, c'est l'usine Gouin, qui est à Clichy. Là, il fabrique des ponts métalliques. Et cette usine, je l'évoquais tout à l'heure avec Alexandre Courban, le propriétaire de cette usine, Gouin,
a été inauguré un pont métallique à Saint-Pétersbourg avec Nicolas II. Et là, on est dans la grande industrie internationale, avec les prêts bancaires, avec les ministères des Affaires étrangères, et on n'est pas dans l'artisanat. On est très loin de l'artisanat, et c'est une classe ouvrière nouvelle, moderne, qu'on appellera ultérieurement le prolétariat. Duval participe à de nombreux meetings, et notamment c'est le premier meeting où il est condamné à 4 mois de prison et à 100 francs d'amende pour attaque au principe de la propriété. Et je le cite, « Il faut supprimer ce reste de féodalité que je n'appelle plus la noblesse mais la bourgeoisie. Nous voulons l'égalité des salaires, que le travail, que la valeur de chaque chose soit basée sur le temps pour la produire. Nous supprimons l'hérédité, la propriété individuelle et le capital, qui ne peut exister sans le travail. » Ça, c'est d'une certaine manière déjà la définition de l'activité de Duval, qui n'est pas blanquiste au sens vulgaire du terme. En 1870, éclate une nouvelle grève des fondeurs, et il est mandaté par les fondeurs de la chambre syndicale pour se rendre à Londres et demander le soutien des syndicalistes anglais et de l'international. Au cours d'une grève, Duval adhère avec l'ensemble du bureau, avec l'international, et il est de nouveau délégué au Conseil fédéral de l'AIT à Paris. En juillet 1870, il est poursuivi, comme d'habitude dans ces cas-là, avec d'autres dirigeants de l'international lors du 3e procès de l'association internationale. Il est condamné à 2 mois de prison. Il est également poursuivi avec 61 militants républicains pour conspiration. Et là, il est condamné encore une fois à 2 mois de prison. Cependant, il est libéré au mois de septembre, à la chute de l'Empire, et donc il reprend de nouveau ses activités syndicalistes dans le Paris qui est assiégé par les Prussiens. Les blanquistes et les révolutionnaires de l'époque, internationaux, comprennent une chose très importante, c'est l'importance d'avoir des milliers de gardes nationaux qui sont armés, et pour prendre le pouvoir, ils ont une conscience du rôle stratégique de cette garde nationale. Tout en animant la Légion garibaldienne, qui est une émanation du parti blanquiste, Duval intervient activement dans son arrondissement. Il demeure à ce moment-là 87 rue de la Glacière. Il est membre de la section internationale de la Glacière, bien sûr. Il fait partie de la commission d'armement du comité de vigilance et il est engagé comme simple soldat dans le 171e bataillon de la garde nationale. En octobre, il participe à la création du premier club démocratique socialiste du 13e, 190 avenue de Choisy. C'est juste en face de nous. Ce club adhère le 25 novembre en bloc à l'International et le 2 décembre à la Ligue républicaine de défense à outrance, qui, comme la Légion garibaldienne, est principalement animée par les blanquistes et le parti. Et donc, en bon blanquiste, il organise dès le moment la prise du pouvoir. Je cite une citation de Duval du 22 janvier 1871. « Liberté, égalité, fraternité, justice. Le gouvernement de défense nationale est décidé d'arrestation. Tous les bons citoyens sont chargés de l'exécution du présent mandat. » Et c'est signé Duval. Je pense que c'est un peu un effet de manche et je crois que ce n'est pas suivi d'effet. Mais après une succession de défaites, les troupes françaises des troupes françaises face aux Prussiens, Jules Favre s'entretient avec Bismarck et signe un armistice. La réaction de la garde nationale est unanime, d'indignation et d'amertume, mais il manque encore une coordination et une ossature à cette colère. Le 29 janvier, on est encore loin de la commune, le journal Le Rappel signale une déclaration de résistance des 5 bataillons de garde nationale des 3 arrondissements de la rive gauche, le 13e, 14e et 15e. Et on est maintenant dans la préparation de ce qu'on appellera l'insurrection. Vers la mi-février, on n'est pas encore au mois de mars, Duval entreprend le regroupement des forces révolutionnaires sur la rive gauche de la commune. Et bien, c'est à ce moment-là qu'on peut considérer que la commune commence et non pas le 18 mars. Fin février, il devient président du comité révolutionnaire de vigilance, dont la tâche est de s'occuper de l'armement de la garde nationale et de réorganiser les compagnies. Le 3 mars, le 103e bataillon du 14e se présente en armes au Luxembourg
pour retirer les canons. Ce même jour, plusieurs centaines de gardes nationaux encerclent la manufacture des Gobelins et s'emparent des poudres et des cartouches. Et elles sont bien entendu entreposées à la mairie. Une insurrection criminelle s'organise en ce moment à Paris, selon le ministère de la Guerre, qui avait télégraphié. Le 5 mars, Duval, qui n'est encore que simple garde national du 176e bataillon, il s'intitule commandant supérieur de la garde nationale du 13e et se rend avec un détachement aux fortifications du 9e secteur à proximité de la poterne des Peupliers. Et il en rapporte 26 canons qu'il fait disposer autour de la mairie. Et il surveille toutes les avenues qui y mènent. Le général Vinoy, de triste mémoire, exige l'arrestation de Duval, mais c'est un ordre qui n'est pas suivi d'effet. Le 7 mars, Duval convoque alors tous les commandants de bataillon et il leur annonce qu'il refusera de payer la solde des gardes qui ne marchent pas avec lui. Et c'est une forme de démocratie très pratique et très efficace parce qu'il n'y a pas de raison de payer les gens qui sont hostiles à nous. Duval ne perd pas de détails, il sait où mettre les pieds. Dans la nuit du 8 mars, Duval fait transférer les 26 canons qui étaient devant la mairie, il les fait transférer à l'école des frères 16 rue du Moulin des Prés pour qu'ils soient plus en sécurité. Duval tient de fait les 3 arrondissements, le 13e, le 14e et le 15e. Là, on est proche de l'insurrection. Le 18 mars au matin, après les affrontements autour des canons de Montmartre, le comité central de la garde nationale appelle à l'insurrection. Les bataillons de la rive gauche sont chargés de s'emparer de la préfecture de police sous le commandement d'Émile Duval. Dès le matin, Émile Duval organise l'occupation du 13e. Jules Ferry, de triste mémoire, envoie un télégramme suivant. Les gardes nationaux du prétendu général Duval ont des munitions. Une quinzaine de pièces sont disposées autour de la mairie du 13e dans la direction des avenues. Le général Duval recrute les gamins du quartier qui leur fait creuser des tranchées. Le quartier, à peu près dépourvu de troupes, appartient absolument au comité central de Duval. Il y règne en maître. 3 gendarmes envoyés en ordonnance sont captifs dans la cour de la mairie, pas très loin d'ici. À 10h45, le général Valentin télégraphie le 13e arrondissement, la sucrerie a été envahie par le 133e bataillon, qui est sous les ordres de Duval avec le 82e et le 131e et qui se dirige vers la préfecture de police, avec des intentions hostiles, paraît-il. Mais les choses vont très très rapidement et l'affaire est réglée très rapidement. Et Duval écrit à sa femme : « Ma chère femme, aie la bonté de m'apporter du linge et mon revolver. Je suis installé dans le bureau du préfet de police. » Duval est un communard, malheureusement, qui est surchargé de responsabilités et de travail. Le 19 mars, il est désigné par le comité central comme délégué de la préfecture de police avec Raoul Rigaud. Le 24 mars, il est délégué à la guerre avec le grade de général. Le 26, il est élu membre de la commune par le 13e avec 6482 voix. Il fait partie de la commission exécutive de la commune chargée de faire appliquer les décrets. Il est également membre de la commission militaire. Avec toutes ces tâches, bien malheureusement, un certain nombre d'entre elles seront pas vraiment suivies d'effet. Le 29 mars, les membres de la commission militaire préparent une sortie. Mais la préparation est tardive et les bataillons ne sont pas bien organisés ni bien commandés. Sur l'arrondissement de la rive gauche, deux légions seulement ne connaissent pas de difficultés de commandement, c'est le 13e et le 14e. Duval est obligé d'intervenir lui-même pour établir l'autorité de certains chefs de bataillon, mais occupé par ses tâches à la préfecture de police, il n'aboutira pas à grand-chose. Plus grave encore, la commune n'a pas de renseignements sur ce qui se passe réellement dans la préparation de l'offensive de Versailles et c'est son armée professionnelle qui se tient, elle, prête. Le 1er avril, pourtant, la commune a délégué un dénommé Henri Prodhomme, chef d'état-major de la place, qui rapporte, on est le 1er avril, tout va bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, alarme inutile, tout est bien gardé. C'est une forme d'aveuglement. Les Versaillais engagent en fait la guerre civile le 2 avril, dès le rond-point de Courbevoie. Sans préparation de bataillon de la garde nationale, ils partent pour Versailles, persuadés que leurs frères d'armes de l'armée mettront crosse en l'air.
C'est les souvenirs de Montmartre qui ont dû réveiller cette angoisse et cette persuasion. Mais Élisée Reclus témoigne. Les trois corps d'armée sont dirigés par Bergeret, avec Flourens à droite, Eudes au centre et Duval à gauche. C'est une catastrophe quand on s'aperçoit que le Mont Valérien, que les communeux croyaient à eux, les bombarde. Ne pas s'être assuré de ce fort, c'est la faute la plus grave de toute cette histoire. C'est une débandade. L'armée versaillaise fait de nombreux prisonniers, et après avoir vainement tenté de bousculer la troupe versaillaise, Duval et son état-major sont chargés de se replier dans la soirée du 3 avril. Le 4 avril, au matin, après un déluge de feu, les Versaillais envahissent le plateau de Châtillon et les communards doivent reculer, ils sont encerclés. L'assaut est mené par le 109e régiment, commandé par un dénommé de Roja. C'est un criminel de guerre de haut niveau, celui-là. Les Versaillais chargent à la baïonnette. Rendez-vous et vous aurez la vie sauve, aurait dit le général Pelé. Le fédéré se rende. Le journal Le Cri du Peuple du 9 avril rapporte, et je le cite, « Les fédérés ont été conduits en rang par deux, encerclés par des Versaillais, jusqu'à Petit Bicêtre sur la route entre Choisy et Versailles. C'est à cet endroit que le général Vinois, arrivant avec son état-major, rencontre la colonne de prisonniers. Il donne l'ordre de s'arrêter et descend de cheval. Il y a parmi vous, dit-il, un dénommé Duval qui se fait appeler général. Je voudrais bien le voir. C'est moi, dit Duval avec fierté, en sortant du rang avec ses deux officiers d'état-major. Eh bien, vous êtes d'affreuses canailles, dit Vinois, vous avez fusillé les généraux Clément Thomas et général Lecomte, vous savez ce qui vous attend. Les trois officiers de la commune obéirent simplement. Le général Duval et ses compagnons d'armes sont fusillés 2 minutes après. Ils tombent en criant « Vive la commune !» Un cavalier arrache les bottes de Duval et les promène comme un trophée. Un rédacteur du Figaro s'empare du faux col ensanglanté. Après la victoire versaillaise, Vinois va nier cet ordre de fusillade. Mais après l'assassinat, la veille, du général Gustave Flourens, prisonnier qui a été assassiné d'un coup de sabre, mais après le massacre de 35 000 Parisiens, le mensonge de ce général assassin n'est que la suite des crimes de guerre commis par les officiers versaillais qui avaient gagné leur galon de soldats et d'officiers en massacrant le peuple algérien sous les ordres d'un certain Bugeaud. Conscients de l'importance de ce crime, ils feront tout pour empêcher Paris d'en faire un héros. Sa femme, Marie Huot, obtient une lettre de Monseigneur Darbois pour que le corps de son mari lui soit rendu. Madame Duval rencontre le général Vinois et il lui rend le corps de son mari. Mais elle a dû s'engager à ne pas le ramener à Paris et à l'inhumer dans les villages environnants. A l'inverse, la commune rend immédiatement un hommage très fort et très puissant à Émile Duval en écrivant « Un seul cri, vengeance, le sang appelle le sang, plus de trêve avec les monarchistes qui égorgent nos frères, nous avons juré de le venger. Vive la commune, vive la République !» Et c'est signé Léo Méliès, Jean-Baptiste Chardon, Léo Frankel. La place d'Italie est immédiatement débaptisée, place Émile Duval, sur proposition de Léo Frankel. Alors, juste un mot, tout à l'heure, Jérôme Coumel a évoqué, Léo Frankel, dont notre maire a honoré la mémoire en lui donnant un nom dans le 13e, la rue Léo Frankel, dans le quartier, en gros, de Chevaleret. Et voilà, chers amis, chers camarades, c'était la biographie très courte, malheureusement, d'Émile Duval, pour lequel nous avons beaucoup de respect et qui nous inspire beaucoup de courage à venir, parce qu'on en aura besoin. Ensuite, je vais passer la parole et la chanson à Françoise, qui va venir nous interpréter Le Temps des Cerises. Mais on va l'assister un petit peu, parce que c'est important de chanter Le Temps des Cerises, qui est notre hymne à tous. Et ensuite... C'est la fleur de la résistance. Quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises,
sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises. Pardon. Cueillir en Rêvant. Est-ce que je suis désolée? D'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, et que vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des chagrins d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et Dame Fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Après l'inter. Donc Jérôme va procéder au dévoilement. C'est un travail collectif. Ah, il faut plus de drapeau. On a assez de présidents pour en mettre deux quand même. Un choix personnel, mais c'est vrai que Jérôme Gullon a fait un travail qu'on trouve exceptionnellement intéressant et sympa. C'est belle. Jérôme Coumet appelle du street art. Miniature, mais très beau. C'est très bien. Bien. Chers amis, avant de tous se quitter, c'est encore une fois, c'est un hymne du mouvement ouvrier très célèbre. On va entonner le troisième couplet de l'Internationale, qui est particulier, un des couplets qui sont comme tous extrêmement intéressants, mais celui-là est particulièrement adapté à la mémoire d'Émile Duval, mais il suffit de bien suivre les paroles. Et je vais commencer avec vous, si vous le voulez bien. Hideux dans leur apothéose, les rois de la mine et du rail ont-ils jamais fait autre chose que dévaliser le travail? Dans le coffre-fort de la banque, ce qu'il a créé s'est fondu. En décrétant qu'on le lui rende, le peuple ne veut que son dû. C'est la lutte finale au pour nous et demain.
sera le genre humain. C'est la lutte finale pour nous et demain la terre nationale sera le genre humain. Bon, alors, avant de se séparer, il y a notre présidente va remettre un petit cadeau à l'ensemble de l'équipe municipale. Donc, Jérôme Coumet, Alexandre Courban, Sophie Cholet, et vous serez chargé de remettre aussi un petit présent à Madame Agergam pour l'ensemble de l'activité qu'ils ont fournie pour que cet événement à la mémoire de Duval soit à la hauteur du personnage. Enfin, ça a déjà été évoqué, vous êtes tous invités à se retrouver ici le 20 septembre dans la matinée, avec l'accord de la préfecture de police, pour honorer une fois de plus la mémoire d'Émile Duval, avec l'ensemble de l'association des Amis de la Commune. Les vacances scolaires et les vacances estivales étant passées, on sera peut-être un peu plus nombreux avec plus de drapeaux rouges.